Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, affaire Soro, Chine, Afrique, bonne gouvernance et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec l'affaire Soro. Ayant pris l'habitude de ne pas suivre les scénarios de la France-Afrique, car les crimes de Soro ont été commandités par la France-Afrique, comment voulez-vous que cette voyoucratie occidentale l'arrête, puisque ce sont ses crimes? Seul l'éclatement de la vérité est notre salut. Et n'oubliez pas, changeons d'alliés. Ne cherchez pas à négocier avec la voyoucratie occidentale. Tout de suite, relation Chine-Afrique. Samedi, le président Xi Jinping a quitté Johannesburg après la fin du sommet Chine-Afrique. Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan ont été raccompagnés à l'aéroport par le ministre des Affaires étrangères sud-africain et par d'autres représentants du gouvernement. Au cours des 7 derniers jours, Xi Jinping a participé à la conférence de l'ONU sur le changement climatique à Paris, puis il s'est rendu en Afrique pour des visites d'État au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Il a également participé à un sommet à Johannesburg sur la coopération entre la Chine et l'Afrique. Au cours de ces visites, le président chinois a rencontré des dirigeants de plus de 50 pays et organisations régionales et a donné des discours de grande importance, exprimant ainsi la volonté chinoise d'être au rendez-vous des défis globaux avec les autres pays de la planète et de promouvoir un développement commun. Tout de suite, bonne gouvernance par M. Bandakani. Alors j'entends parler de bonne gouvernance. Profond respect pour nos amis du Tchad, qui sont des gens sérieux avec des bons arguments, mais on est dans un débat. Bien sûr. Voilà, donc j'entends parler de bonne gouvernance. Moi, ça me fait sourire. Bon, ça veut dire quoi la bonne gouvernance? Est-ce qu'on a le temps de convoquer historiquement l'émergence de ce concept dans les relations internationales? Est-ce que ça signifie sérieusement? Alors, la gouvernance est valable dans des pays normaux, entre guillemets. Ça veut dire quoi un pays normal? C'est un pays qui a achevé les tâches d'édification fondamentales liées à la Constitution nationale. Je dis bien les tâches d'édification fondamentales dans le pays souverain, qui ont garanti leur souveraineté. Alors, on peut parler dans ces pays de gouvernance, parce qu'ils ont résolu certains problèmes. Problème d'émancipation en matière de souveraineté, problème de maîtrise de leur appareil de production. À partir de ce moment-là, un certain niveau d'éducation qui a été généralisé dans toute la nation, de façon que chacun puisse être conscient des enjeux, avoir les capacités de lire et de maîtriser tous les enjeux nationaux. Mais alors, quand vous venez dans les pays africains, d'abord vous réduisez un pays à une boutique, comme c'est une échoppe, où on va venir absolutiser une règle d'or. À cause des financiers internationaux, peut-être on y reviendrait. Une règle d'or de l'équilibre des recettes et des dépenses. C'est-à-dire comme une boutique, on dit que bon, toi, on a mis 100 000 ici, là. Il faut que tu nous rapportes 110 000. Ou bien on dit que bon, okay, nous avons dépensé 100 000, il faut qu'on ait des recettes de 100 000. Mais on ne peut pas dire ça dans des pays qui ne sont même pas des pays. Les pays africains ne sont pas des pays normaux. Est-ce qu'il faut rappeler ça aux gens tout le temps? Mais les gens font même comme s'ils ne connaissent même pas l'histoire de leur pays. Nous ne sommes pas des pays normaux. Les pays normaux n'ont pas de base militaire à tous les coins de rue étrangères. Les pays normaux n'ont pas leur monnaie gardée dans un compte, dans un pays étranger. Tu as ton argent, on dit que bon, tu ne peux pas gérer, mets ça chez moi, je gère. Les pays normaux, les pays comme les Africains, ne maîtrisent rien de leur production. Ce qu'ils achètent, les prix sont fixés ailleurs. Ce qui leur appartient, ils vendent sur le marché, les prix sont fixés ailleurs. Donc ils n'ont aucune maîtrise de leur destin. Ce n'est pas des pays normaux. Venir parler de bonne gouvernance, c'est de la sorcellerie. Donc il faut vraiment qu'on sait ça. Maintenant, parlons des pays qui servent de référence. Prenons les États-Unis. Alors, depuis 2000, je prends depuis 2000, ce pays est marqué par des crises gigantesques, c'est-à-dire que sans interruption. Vous avez vu Enron, WorldCom, on est là en 2000. Des faillites des grandes entreprises américaines qui étaient des faillites organisées, c'est-à-dire que une partie du pays, c'est-à-dire les élites financières, ont, ce qu'on dit au quartier, ont fémanisé, la féman comme ça, escroqué tout le pays. Asphyxié le pays. Alors, depuis 2000 jusqu'en 2007, avec la crise de subprime, ce pays n'est qu'en crise. Et ce pays fonctionne sur la base de la planche à billets, c'est-à-dire qu'on fabrique la fausse monnaie qu'on fait circuler. Pourtant, c'est un exemple de bonne gouvernance. C'est le pays le plus endetté du monde. C'est parce qu'il y a une dictature sur le plan des marchés de flux international qui a fait du dollar de façon unilatérale la monnaie de réserve. Mais sinon, ce pays serait
depuis en faillite déclarée. Je parle des États-Unis. Alors dans ces pays-là, vous pouvez compter combien de fusillades en série y a-t-il eu dans ces pays depuis un an? Il dit fusillade, hier encore, c'est la dernière, avec 14 morts et plus de 20 blessés. C'est la 40e série de fusillades. Pratiquement tous les jours. Pourquoi là-bas on ne parle pas de bonne gouvernance? Prenons le cas de la France. C'est un pays qui est en faillite. La France, elle est en faillite carrément. Elle vit grâce au crédit sur les marchés financiers. En France, c'est pas c'est une puissance. Sinon la France serait suprêmement titulaire depuis très longtemps. Les Chinois sont prêts à acheter la France. C'est un pays en faillite. Alors, le Qatar, par exemple, est prêt à acheter des partis. C'est pas honteux qu'ils vendent partout. Ils vendent tout. Ce pays est en faillite. Alors, il y a eu des attentats qui sont appelés attentats terroristes en France. Ok. Pourquoi là-bas on ne parle pas de bonne gouvernance? Pourquoi? Quand c'est là-bas, on dit non, c'est un complot qui vient de l'extérieur, avec des complicités internes. C'est ce que l'on a dit ce jour. Là, on ne parle pas de bonne gouvernance. Prenez l'Espagne. L'Espagne est tellement mal gouvernée qu'il envoie la sécession. Les Catalans veulent leur indépendance. Là, mais il faut que les gens sortent là, en Espagne. Et en Espagne, depuis, il y a eu combien d'attentats? Avec des centaines de morts. Si on prend depuis 2000. Je parle de l'Espagne. Alors, allons à l'Angleterre. L'Angleterre, les causes demandent son indépendance. Pourquoi? Ils estiment que le pays est mal géré, est mal gouverné. De quoi est-ce qu'on parle? Mais il faut que les Africains ouvrent les yeux. Il faut qu'on ouvre les yeux sérieusement. On parle de quoi? Les gens viennent avec des concepts pour sous-hommes. Comme nous sommes les nègres, on balance comme ça là sur le marché. Les Africains s'entretuent pour ça. Chacun répète comme un perroquet. Quel est le problème de gouvernance, des bêtises. Quel est le problème? Non, en réalité, le problème du terrorisme, je vais vous expliquer. La Belgique a commencé à en parler. Oui. Si moi on a parlé, je peux revenir là-dessus clairement pour vous expliquer. En bref, rapidement. C'est très simple. L'Occident, dont l'Amérique, constate sa faillite historique. Constate qu'on est en fin de cycle historique. On est en fin de civilisation. C'est une loi universelle. Ils le constatent, ils sont bien placés pour le savoir. Si tu es un voleur et que le vol devient dur, tu es le premier à savoir. S'il y a 3 policiers, si tu sais que bon, là, le secteur est mauvais. Mais alors, donc les Occidentaux savent très bien que c'est la fin d'un cycle, en particulier les États-Unis. Démontré par quoi? Les marchés mondiaux sont saturés. Tout le monde le sait. C'est pour ça que la spéculation a pris le pas sur la production matérielle. C'est-à-dire on n'a plus envie de produire. C'est-à-dire que l'argent ne vient plus directement de la production. L'argent produit l'argent. Ça s'appelle la spéculation. Et pour finir, actualité en France. Bonsoir. Dernière ligne droite pour les candidats Front National. Arrivé en tête des scrutins dans 6 régions sur 13, le parti de Marine Le Pen pourrait arriver au pouvoir dans plusieurs conseils régionaux dimanche prochain. Une première. Si Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen font figure de chef de file du mouvement avec chacune plus de 40% des voix au premier tour, Florian Philippot semble bien positionné pour l'emporter dans l'Est. Il pourra en effet profiter du maintien de la liste de gauche au second tour, malgré l'appel au Front républicain lancé par le Parti socialiste. Et je dis maintenant, tout est vraiment possible. Il faut se mobiliser, il faut amplifier cette dynamique patriote, cette dynamique d'amour de nos régions, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, d'amour de la France qui s'est exprimée. Et il ne faudra pas écouter les vendeurs de peur en face qui vont se déchaîner pendant une semaine, qui vont aller chercher les grands patrons, quelques grands patrons ou quelques médias subventionnés ou le gouvernement ou l'UMP qui vont insulter les Français, qui vont essayer de diffamer le patriotisme. Il ne faudra pas les écouter parce qu'ils ont fait le même coup au municipal en 2014, ça n'a pas fonctionné. Voilà, mais moi je suis optimiste et en même temps je suis humble, je dis il faut continuer à travailler, à convaincre. Jean-Pierre Mastrel, candidat socialiste, a tout de suite annoncé qu'il refuserait tout retrait et toute fusion. C'est surprenant parce qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il y réfléchisse à 2 fois. Comment prenez-vous cette nouvelle? Écoutez, il l'a annoncé tout simplement parce qu'il respecte sa parole. C'est un homme de parole, c'est vrai que c'est rare, ça nous étonne aujourd'hui, un homme de parole à l'UMPS. Il existe, M. Mastrel l'est, manifestement, on n'est pas de la même opinion, mais au moins il a toujours dit qu'il ne se retirerait pas jusqu'au dernier jour avant le premier tour. Il le fait, il ne se retire pas. C'est respectueux de ses électeurs, je crois que c'est juste normal en démocratie. C'est l'inverse qui n'est pas normal, c'est quand on ment aux électeurs avant le premier tour, qu'on se retire finalement, qu'on fait une petite magouille UMPS, un petit accord politicien là, tout ça c'est minable. C'est la vieille politique dont les gens ne veulent plus. Florian Philippot, tête de liste dans le Grand Est et vice-président du Front National, fait également un point sur la situation nationale et en appelle aux abstentionnistes. Je ne fais pas d'objectifs chiffrés, ce serait très compliqué. Toutes les régions gagnantes sont gagnables, c'est tout ce que je veux dire. Il faut se mobiliser, il faut que les abstentionnistes qui n'y croyaient pas trop y aillent, c'est tout, à y voter. Et puis aussi les gens qui ont voté pour d'autres plus petites listes au premier tour, qui ne veulent pas l'UMPS, qui vont voter pour nous. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, mais
Vous savez, je crois que les Français sont en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de France et de l'histoire de nos régions. Cette page, il faut l'écrire jusqu'au bout et je leur fais confiance. Il faut écouter simplement son intuition. Et l'intuition, elle nous porte vers l'amour de la France. Les bons résultats obtenus dans les municipalités dirigées par le Front National feront office d'argument de poids lors des débats prévus cette semaine. Un dernier grand meeting se tiendra jeudi soir à Paris et réunira l'ensemble des têtes de liste du parti. La République en danger, entrer en résistance, faire barrage au Front National, telles sont les consignes politiques du Parti Socialiste. Derrière la lutte contre le parti de Marine Le Pen se cache en réalité une véritable stratégie pour rester aux affaires en 2017. Sénatoriales, municipales, européennes, départementales et désormais régionales, on ne compte plus les échecs des socialistes depuis 2 ans. Et si les défaites aux élections municipales et départementales ont plutôt profité aux Républicains et au centre, c'est le Front National qui avait tiré les marrons du feu aux européennes. Dans 5 jours, l'issue du second tour des régionales pourrait aussi consacrer l'arrivée du parti de Marine Le Pen dans plusieurs territoires. Les Républicains ne devraient être que des modestes vainqueurs et la désillusion socialiste pourra largement être relativisée en comparaison à la claque que la droite avait pris quand elle était aux affaires en 2004 et plus récemment en 2010. À l'époque, l'UMP n'avait remporté qu'une seule région. Derrière la défaite et surtout derrière la montée du Front National se cache surtout une stratégie chère à François Mitterrand en son temps, faire monter le FN pour affaiblir l'opposition dite de droite parlementaire. Pour cela, la gauche a ressorti son attirail de sauveur de la République et se dresse médiatiquement en dernier rempart face à la montée du Front National. Le secrétaire général du Parti Socialiste n'hésite pas à placer les Républicains devant une prétendue responsabilité historique. Le parti qui s'est pourtant nommé les Républicains dit son refus de pratiquer le désistement républicain, l'accord technique ou le simple retrait. L'histoire sera sévère pour ceux qui, dans le moment traversé par la France, disent plutôt l'extrême droite que la gauche. La gauche est donc le dernier rempart de la France républicaine contre l'extrême droite xénophobe. Moralisatrice et donneuse de leçons, la gauche, même électoralement minoritaire, demeure la référence culturelle et médiatique. Après l'acharnement contre Nadine Morano ou les unes de la presse écrite contre la montée du Front National à la veille des élections, c'est au tour des célébrités de s'attaquer au FN. Pour cela, le PS a ressorti ses marionnettes, Danny Boone et le chanteur Patrick Bruel, qui avait affirmé ne plus vouloir faire de concert dans les villes Front National. L'émotion pour gouverner, c'est bien la tournure qu'a pris le quinquennat de François Hollande. Pour rester aux affaires en 2017, le PS est prêt à tous les sacrifices. Ce sacrifice pour notre idéal démocratique ne sera pas vain. Il démontre à la France que les socialistes savent être au rendez-vous de la République, quelles qu'en soient les circonstances. Il démontre notre attachement à une certaine idée de la France. Rendez-vous est donc pris pour les socialistes en 2017 en culpabilisant les républicains et leurs électeurs car ils refusent le barrage républicain et en favorisant l'émergence du Front National en maintenant des politiques pénales laxistes et en poursuivant une politique migratoire anarchique. François Hollande entend également profiter des dissensions internes aux républicains, notamment avec la montée médiatique d'Alain Juppé. En interne, le PS est en apparence divisé mais peut toujours compter sur la gauche plurielle au second tour des scrutins. Les frondeurs ont quant à eux disparu des radars et les personnalités de gauche hostiles au gouvernement comme Martine Aubry ou Cécile Duflot ne bénéficient pas d'un véritable soutien. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.